carreau va équivaloir à 0,04 fois 5. Et donc, ça va donner 0,2 secondes. Donc, pour obtenir 1 seconde, on aura besoin de 5 carreaux. Cette notion est importante parce que lorsque vous allez parler des troubles de la conduction avec Dr. Ochudi, vous allez avoir besoin de cette notion-là. Vous allez parler en termes de pause et tout ça, en termes de secondes, mais vous devez faire une correspondance avec le nombre de carreaux. Donc, 1 seconde, c'est 5 grands carreaux. Pour l'amplitude, même raisonnement. 1 millivolt, c'est 10 carreaux. Jusque-là, c'est clair? C'est clair, hein? D'accord. Alors, moi, quand je travaille, j'aime souvent que ce soit interactif. Donc, ne souffrez qu'à un moment, il y a une question qui tombe par hasard, n'ayez pas honte de répondre, on est entre nous. Alors, on avance. Merci. Alors, je dois orienter ça là-bas quand je change, c'est ça? Ou bien il faut changer de pile. Lorsque vous avez une représentation classique de l'électrocardiogramme, rappelez-vous de ce que j'ai dit à l'introduction, il y a la systole et la diastole. Et nous savons tous qu'il y a l'étage auriculaire et l'étage ventriculaire. D'accord? Et donc, il y a une systole et une diastole pour les oreillettes, il y a une systole et une diastole pour les ventricules. Et vous savez que la systole atriale entre dans la diastole ventriculaire. Ce sont des notions de base de physiologie cardiaque. On sait que ce qui compte le plus quand on parle de la systole, on fait allusion à la systole ventriculaire, parce que c'est celle qui va aboutir à une éjection d'une certaine quantité de sang. Mais pour que le ventricule éjecte le sang, il doit se remplir. Et pour se remplir, il doit être en repos. Donc, c'est la phase de diastole, la phase de remplissage. Et durant cette phase de remplissage, il y a 2 sous-phases à l'intérieur. Il y a une phase de remplissage passive qui se fait grâce au gradient de pression entre les oreillettes et les ventricules. Lorsque la pression intra-atriale surplante la pression intraventriculaire, les valves auriculo-ventriculaires, par un mouvement passif, vont s'ouvrir pour que le sang passe. Ensuite, il doit y avoir une contraction des oreillettes pour compléter le remplissage ventriculaire. C'est la systole atriale, mais qui fait partie de la diastole ventriculaire. D'accord? Alors, donc, merci. Donc, si on doit considérer que tous ces événements doivent se traduire sur un papier millimétré, on s'attendrait à avoir 4 ondes. Une onde de systole atriale, une onde de diastole atriale, une onde de systole ventriculaire et une onde de diastole ventriculaire. Le principe, c'est celui-là. Sauf que la systole ventriculaire peut être visible sur l'ECG, mais la diastole ventriculaire ne le sera pas. La diastole auriculaire ne le sera pas parce qu'elle sera masquée dans la systole ventriculaire. D'accord? C'est pour ça que sur un tracé ECG, on a généralement trois activités qui se voient. La systole atriale, la systole ventriculaire et la diastole ventriculaire ou la phase de repolarisation ventriculaire. OK? Donc, j'ai mis cette image pour que vous la fixiez et ensuite, on va voir avec un petit graphique comment est-ce que les choses se passent. Et vous retiendrez que si vous fixez ça dans votre tête, l'interprétation de l'ECG fait recours à beaucoup de logique et beaucoup de bon sens. Parce qu'on va enregistrer cette activité, mais on doit interpréter cette activité. Donc, on va interpréter la systole atriale, on va interpréter le temps que met l'influx pour dépolariser les oreillettes, puis pour venir dépolariser les ventricules, donc le temps de conduction auriculo-ventriculaire. On va interpréter la systole ventriculaire, qui est la contraction des ventricules. On va interpréter la diastole ventriculaire, qui est la phase de repolarisation. Donc, si on part du nœud sinusal et que l'influx de dépolarisation a commencé à cet endroit, cet influx, une fois qu'elle commence, va commencer à générer une activité sur le tracé.
il y a la ligne de base et il y a les ondes. Alors, les ondes ne sont rien d'autre que des déflexions qui peuvent être positives au-dessus de la ligne de base ou négatives en deçà de la ligne de base. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les électrodes regardaient les cœurs comme des caméras. Et c'est que l'électrode regarde, en réalité, c'est le trajet de cet influx. Donc, ça veut dire que si l'influx se rapproche d'une électrode, ça va générer une déflexion positive. Et si l'influx s'éloigne d'une électrode, ça va générer une déflexion négative. Et comme on a plusieurs électrodes placées à plusieurs endroits, on n'aura pas forcément la représentation classique comme ça. Cette représentation classique, généralement, on la retrouve dans la dérivation D2. Mais la plupart du temps, vous allez voir que ça ne sera pas totalement comme ça sur toutes les dérivations. Pour la simple et bonne raison que toutes les dérivations ne regardent pas l'influx sur un même angle. D'accord? Alors, donc, la dépolarisation, lorsque les oreillettes commencent à se dépolariser, il y a le début de l'onde P qui commence. Vous voyez là, en rouge, c'est une dépolarisation qui commence à se transmettre au niveau des oreillettes. Et une fois que les oreillettes se sont complètement dépolarisées, l'onde P a été formée complètement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va commencer à rechercher des anomalies au niveau atrial, on va s'intéresser à l'onde P. C'est aussi simple que ça. Ensuite, cet influx doit mettre le temps pour parcourir. Là, il y a la petite flèche rouge. Elle est en train de parcourir pour venir maintenant dépolariser les ventricules en passant par le nœud auriculo-ventriculaire. C'est le temps de conduction auriculo-ventriculaire. Et ce sera l'intervalle PR. Parce qu'on sait que la contraction ventriculaire, ce sera le QRS. Ça, vous le savez depuis la faculté. Donc, le temps que mettra l'influx pour aller des oreillettes vers le ventricule pour déposer le ventricule, ce sera l'intervalle PR. Donc, à chaque fois qu'on va commencer à rechercher une anomalie de la conduction auriculo-ventriculaire, un ralentissement de l'influx entre les oreillettes et les ventricules, on va s'intéresser à l'intervalle PR. Il y aura des valeurs normales et puis on va commencer à interpréter selon ces valeurs. Si jamais cet intervalle s'allonge, ça veut dire que l'influx met un peu plus de temps. Donc, il y a peut-être un bloc auriculo-ventriculaire. Simple. Alors, vous verrez que la dépolarisation part du septum. Et la dépolarisation, quand elle part du septum, elle part de la partie droite vers la gauche. Or, les électrodes qui sont beaucoup plus à l'extrême gauche, c'est l'électrode V6. D'accord? Et celle qui est beaucoup plus à droite, c'est l'électrode V1. Donc, lorsque vous allez commencer à interpréter le QRS, elle n'aura pas forcément la même morphologie en V1 qu'en V6. D'accord? Alors, une fois que tous les ventricules se sont dépolarisés, le QRS est formé. Ensuite vient la phase de repolarisation ventriculaire qui est représentée par le segment ST. Ainsi, vous avez toute la révolution cardiaque sur un tracé, mais traduit sous forme des électrodes, des ondes, je m'excuse. Donc, l'onde P va représenter la contraction auriculaire. Il y a une différence entre un segment et un intervalle. Souvent, c'est la question qui m'est posée lorsque je donne des cours sur les ECG. Le segment ne contient pas d'onde, mais l'intervalle peut contenir une onde. Et lorsque on parle de la conduction auriculo-ventriculaire, on tient compte de l'intervalle PR et non du segment PR. Si vous tenez compte du segment PR, les valeurs que vous allez donner seront erronées. On a le segment ST, on a l'onde T, ainsi de suite. Alors, les ondes Q, vous en parlerez peut-être avec Dr Lubenga. Il existe des ondes Q physiologiques, c'est pour ça qu'on parle du PQRS. Donc, toute onde Q n'est pas forcément pathologique. Pour qu'une onde Q soit pathologique, il y a des critères pour dire d'une onde Q qu'elle est pathologique.
Avec ça, je pense que les idées sont claires sur le tracé de base. Ça, c'est un rappel. Hein. Je l'ai peut-être fait à ma sauce. Je ne sais pas comment est-ce que mes collègues ont abordé, mais l'idée, c'est de rajouter une couche pour que ça soit plus clair. Donc, le principe de l'interprétation de l'ECG, moi, je vous propose cette méthode. C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes qui sont proposées en fonction des bouquins qu'on lit. Mais moi, après avoir parcouru la plupart des bouquins, pas tous quand même, mais la plupart, je me suis rendu compte qu'il y avait lieu de tout assembler en 10 points pour ne passer à côté de rien. On vous a parlé de la méthode de Dubin, la méthode Frahi, et ainsi de suite, c'est très bien. Mais cette méthode, je la trouve plus intéressante pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une méthode qui va nécessiter, dans la majeure partie des cas, le bon sens et non bloquer. Il y a tellement de choses à bloquer que, voilà, s'il y a lieu d'utiliser son bon sens sans bloquer, c'est mieux. Il y aura 10 étapes et les étapes qui vont être pour lesquelles vous serez obligé de bloquer, ce sera les 3 premières étapes. Mais le reste des étapes, il suffit que vous tracez à côté votre représentation de l'ECG pour respecter les autres étapes. Et en interprétant un ECG de cette manière, vous réduisez la probabilité de passer à côté des événements. C'est comme ça que je vous ai mis la petite image à côté. Donc, la détermination du rythme, Dr Ochudi en a parlé. Le calcul de la fréquence cardiaque, il en a parlé. L'étude de l'axe du cœur, c'est ce que j'ai abordé aujourd'hui. Et puis ensuite, vous revenez sur cette image. Et vous savez tous qu'on a dit que l'ANT-P, c'était la contraction atriale. Donc, vous allez étudier l'activité atriale, c'est-à-dire en analysant l'ANT-P. Ensuite, après le P, c'est le temps que mettra l'influx entre les oreillettes et les ventricules. Donc, ce sera l'étude de la conduction auriculo-ventriculaire, donc de l'espace PR. Ensuite, vous allez étudier maintenant l'activité ventriculaire, qui sera l'étude du QRS. Mais dans l'étude du QRS, à l'intérieur, vous fragmentez votre QRS, donc vous aurez l'étude de l'onde Q, c'est-à-dire vous allez rechercher s'il y a des ondes Q de nécrose ou pas. Vous allez étudier l'amplitude et la durée du QRS, parce qu'on sait tous qu'en temps normal, la contraction de ventricule doit être synchrone. Et on sait que dans notre tracé ECG, en abscisse, on a le temps. Et en ordonnée, on a l'amplitude. Ça veut dire que la durée du QRS, donc la largeur du QRS, va nous orienter sur le temps que met l'influx pour dépolariser les ventricules. Donc, quand on aura un élargissement du QRS, on va peut-être se dire que l'influx met un peu plus de temps qu'il faut. S'il met un peu plus de temps, si on se réfère à l'anatomie, c'est peut-être parce qu'il y a une branche qui est siège d'un bloc. Maintenant, il va falloir savoir si c'est la gauche ou la droite. Et déjà, le fait que le QRS ait une durée plus longue veut dire que la contraction ventriculaire n'est plus synchrone. Donc, l'idée vraiment, c'est que vous intégrez les notions de physiologie à l'interprétation de l'ECG. Et vous verrez que c'est simple. On ne veut pas faire de vous des cardiologues, mais au moins que vous soyez en mesure de reconnaître des situations urgentes. Alors, étant donné, je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, les indications de l'ECG sont nombreuses, mais on peut en citer une douleur thoracique, par exemple. Ça, c'est une indication classique. Donc, normalement, tout patient qui vient aux urgences pour douleur thoracique, peu importe la caractéristique de sa douleur, doit avoir un ECG. Dans les pays qui se respectent, c'est comme ça. Et comme c'est vous qui êtes en première ligne, donc vous devez être en mesure, vous, d'interpréter déjà l'ECG pour exclure des diagnostics qui peuvent rapidement mettre en danger le pronostic vital du patient. Bon, on va discuter un peu. Moi, je dis douleur thoracique. Qui d'autre peut nous donner des indications de l'ECG? Et je veux que ce soit un peu interactif. Palpitation, très bien. Qui d'autre? Syncope, très bien. Qui d'autre? Tachycardie, oui. Bradycardie, dyspnée. Bilan de retentissement de l'hypertension artérielle. Bilan de retentissement du diabète sucré.
Quoi d'autre encore? Troubles électrolytiques, que ce soit des hyper, des hypos, tout ce que vous voulez, que ce soit le potassium, le calcium, le magnésium, ainsi de suite. Quoi d'autre encore? Bilan étiologique de l'AVC, très bien. Très bien. Quoi d'autre encore? Donc, vous voyez que l'ECG, en fait, ce sera votre pain quotidien parce que ce sont des situations auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Et il n'y a pas beaucoup de cardiologues au pays, donc il faut que vous soyez en mesure de faire déjà de rendre service aux patients avant qu'ils ne voient le cardiologue. Bilan préopératoire. Tout patient, avant d'être opéré, doit avoir un ECG parce que les médicaments que les anesthésistes utilisent peuvent modifier la physiologie, le fonctionnement du cœur du patient. D'accord? Voilà. Donc, et j'ai individualisé au point 7. En réalité, le signe d'HVG entre dans l'analyse du QRS. Mais je l'ai individualisé parce que la plupart du temps, nos patients sont hypertendus, la plupart du temps. Donc, interpréter leur ECG reviendra aussi à rechercher les signes d'hypertrophie ventriculaire. En réalité, ça fait partie de l'analyse du QRS, mais je l'ai mis comme un point à part. Ensuite, on respecte toujours notre logique. Vous allez analyser le segment ST. C'est là que vous allez rechercher les sus et les sous-décalages du segment ST. Vous allez étudier l'onde T. C'est là que vous allez rechercher aussi certaines anomalies de la repolarisation précoce ou même tardive. Et puis, vous allez étudier l'intervalle QT. Donc, si vous respectez ces 10 étapes, la probabilité que vous passez à côté du diagnostic électrocardiographique est presque nulle, presque nulle. Donc, moi, je vous propose cette méthode. Après, chacun peut faire ce qu'il veut, du bain infraï, tout ce que vous voulez, mais celle-ci, je la trouve plus pratique. Parce que, à part les 3 premiers paramètres que vous devez mémoriser, les restes, vous pouvez les sortir vous-même en regardant votre tracé de base. Alors, il faut s'assurer du respect des critères techniques. Je vous ai trouvé encore un mnémotechnique. VIP. D'accord? De l'indication, de l'ECG, de l'identité du patient. Parce que interpréter un tracé, c'est bien, mais si vous interprétez l'ECG du mauvais patient parce que vous n'avez pas lu, vous ne rendez pas service au patient. Et l'indication peut vous permettre de rechercher tel ou tel autre élément. Ça, c'est vraiment une analyse comme ça où vous ramassez tout, mais en fonction de l'indication, vous pouvez vous appesantir sur tel ou tel autre aspect. Alors, quels sont ces critères VIP? Le V du VIP, c'est le voltage et la vitesse de déroulement. On en a parlé au début. 10 mm par millivolt, 25 mm par seconde. C'est toujours écrit sur le tracé du patient. Même que ce soit les petits tracés, parce qu'il y a plusieurs présentations, des petits tracés comme ça, un peu rectangulaires, et puis il y a des tracés vraiment sur du papier duplicateur. Mais partout, c'est écrit. On a toujours mentionné ça quelque part. Deuxièmement, le I, c'est la recherche des inversions des électrodes. Très capital dans l'interprétation de l'ECG, parce que si on vous donne un ECG avec des électrodes inversées, vous allez tirer des conclusions erronées. Et je vous ai donné quelques astuces pour s'assurer qu'il n'y a pas inversion des électrodes. En réalité, l'onde P et les QRS ne doivent jamais être négatifs en D1 et ne doivent pas être positifs en V6. Lorsque vous avez l'onde P et le QRS qui est négatif en D1 et positif en V6, donc si les deux coexistent, il y a probablement inversion des électrodes. Donc, si vous avez une onde P et un complexe QRS négatif en D1, et à cela vous associez un complexe QRS positif en V6, il y a inversion des électrodes. Et finalement, ce seront les électrodes précordiales. Le QRS ne doit jamais être positif en AVR, en temps normal. Quand vous avez un QRS positif en AVR, posez-vous la question sur comment est-ce que l'infirmière a placé les électrodes. Et à la rigueur, allez vous-même replacer les électrodes. Et si vous vous replacez bien
et que c'est toujours positif en AVR, peut-être que votre patient a une dextrocardie. Vous comprendrez ça lorsqu'on va parler de l'axe du cœur. Parce que l'oreillette droite est quelque part là. Le ventricule est quelque part là. Donc, le vecteur de dépolarisation va plutôt dans ce sens. Et je vous ai dit, hein, les électrodes regardent comment l'influx se propage. AVR, c'est la droite du corps. C'est à l'extrême droit. Ça veut dire que dans tous les cas, l'influx ne va jamais aller dans ce sens. Parce que AVR est à droite. L'influx va toujours tenter de s'éloigner de AVR. C'est pour ça que AVR doit toujours avoir une orientation du QRS négatif. Sauf si le patient a une dextrocardie. En ce moment-là, l'influx va dans ce sens-là et AVR sera positif. Et le diagnostic de dextrocardie, c'est quand même un diagnostic grave. Donc, il faut être sûr de ça avant d'interpréter l'ECG comme ça, dextrocardie. Replacez les électrodes vous-même. Le P, c'est pour les parasites. Alors, les parasites, ce sont des trémulations qu'on peut avoir sur la ligne de base. Rappelez-vous, lorsque je vous ai présenté le tracé de base, il y a une ligne de base qui doit être nette. Quand vous avez un parasitage au niveau de la ligne de base, ça peut vous donner l'impression qu'il y a une trémulation de la ligne de base et puis ça peut vous faire penser à d'autres diagnostics. Et pour éviter ce parasite, il faut déjà, pour des patients qui sont vélus, il faut bien utiliser le gel quand vous utilisez les ventouses. Pour un patient qui fait de la fièvre, qui frissonne, il faut d'abord combattre la fièvre avant de faire un électrocardiogramme. Pour un patient qui ne supporte pas le froid parce que vous êtes dans un hôpital VIP où la clim est à 16, remontez un peu la température pour faire l'ECG au patient. Et ça va vous éviter d'avoir des parasites. Donc, mnémotechnique VIP, toujours s'assurer de ces critères avant de commencer l'interprétation de votre tracé. D'accord? Alors, maintenant, on commence le vif du sujet. Donc, tout ça, c'était des rappels. On va étudier l'axe du cœur. L'axe du cœur se réfère à la direction du mouvement du vecteur de dépolarisation. Et comme vous le savez, le cœur est beaucoup plus orienté vers la gauche, donc l'axe du cœur est un tout petit peu orienté vers la gauche. Et donc, de façon consciensuelle, il a été décidé que l'axe normal du cœur doit être compris entre 0 et 90 degrés. Si vous lisez d'autres bouquins, il y a certains auteurs qui partent même de moins 30 à 110. Donc, je vous ai mis ça comme ça parce qu'il y a d'autres livres où on parle de 30 à 110, de moins 30 à 110. Maintenant, comment déterminer l'axe du cœur? La détermination de l'axe du cœur peut se faire à l'aide de deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus simple. C'est l'étude de l'orientation du QRS en D1 et en AVF. La deuxième méthode, c'est la méthode du QRS isodiphasique ou le QRS de plus nul. On en parlera. Commençons par la première méthode. L'orientation du QRS en D1 et en AVF. Pour cela, il faut avoir en tête la notion de ce cercle. Bon, il y a un peu de trigonométrie qui va entrer, mais rassurez-vous, c'est tout ce qu'on était en train de dire avec les électrodes qu'on a mis maintenant sur un cercle. Sachant que là, c'est la partie droite du patient, là, c'est la partie gauche du patient, là, c'est la partie supérieure du patient, et là, c'est la partie inférieure du patient. Sur la présentation du docteur Ochudi, il y avait même une représentation où il a mis ce cercle sur le thorax. Vous vous rappelez, non? Voilà. Alors, toutes les dérivations périphériques peuvent être représentées, projetées sur ces cercles. Je vous avais dit qu'il y avait l'enregistrement de la différence de potentiel entre la partie droite et la partie gauche supérieure du corps qui donnait une ligne horizontale. Vous vous rappelez? D1, OK? Donc, D1 sera à l'horizontale et sera placé au niveau du 0. C'est conscienciel, ne me demandez pas pourquoi, même moi-même, je ne sais pas. Et donc, D1 aura une orientation positive vers la gauche, sûrement parce que
la tendance de l'axe, c'est toujours vers le côté gauche, parce que le cœur est à gauche. Et une orientation négative de l'autre côté. Et là, on part du 0. Ensuite, on avait parlé de D2, qui réunissait l'électrode du membre supérieur droit, vous vous rappelez, au membre inférieur gauche, qui avait une orientation oblique de la droite vers la gauche. Et c'est celle qui sera placée à cet endroit. Et elle équivaut à un angle d'environ 60 degrés, partant du 0. D3, on avait dit que ça reliait l'électrode du membre supérieur gauche à celui du membre inférieur gauche. Et ça avait une orientation oblique de la gauche vers la droite. Donc, D3 sera placé à cet endroit qui correspond à un angle d'environ 120 degrés partant du 0. D'accord? Ensuite, pour le reste, c'est facile. On a dit F comme foot, les pieds, c'est en bas. Donc, AVF sera en bas. On a dit right comme droite. Donc, AVR, c'est à droite. Donc, ce sera à droite. Et on a dit L comme gauche. Donc, AVL sera à gauche. Seulement, ce sont les angles que vous devez retenir. Donc, 0 degré, 90 degrés, 60 degrés, 120 degrés, moins 150 et moins 30 pour chacune de ces dérivations. Alors, je suis désolé, mais ça, vous devez l'avoir parce que pour l'axe du cœur, c'est important. Avec le temps, ça va rester, mais voilà. Exercez-vous. Et donc, de façon consciensuelle, il a été dit que l'axe normal devait être compris entre 0 et 90, donc à peu près dans cette région-là. Parce que le vecteur de dépolarisation, la résultante du vecteur de dépolarisation s'oriente plus vers la gauche. Il y a des raisons anatomiques à ça. C'est ainsi que si on doit revenir à nos notions de trigonométrie et qu'on veut trouver une résultante entre ce vecteur-là et ce vecteur-là, on sera quelque part ici. Or, ça, c'est la partie positive de D1 et ça, c'est la partie positive de AVF. Donc, quand vous avez un QRS qui a une orientation positive en D1 et en AVF, l'axe est normal. À votre niveau, le plus important, c'est de savoir si l'axe est normal ou pas. Parce qu'il y a certains qui peuvent vouloir donner avec précision l'axe est à 90 degrés. Oh, vous n'en ferez pas grand-chose. Dites-vous que l'axe est normal ou pas? C'est d'abord la question à laquelle vous devez répondre. Et la méthode la plus simple, c'est de voir le QRS. L'orientation du QRS positive en D1, donc on doit être quelque part là-bas. Positive en AVF, on est quelque part là-bas. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, dire que l'axe est précisément à je ne sais pas moi, 55 degrés, là, maintenant, vous pouvez, c'est du travail, commencer à assurer votre partie là, avec des points équidistants. Et là aussi. Et vous vous rapportez à votre QRS, vous prenez à partir de la ligne de base jusqu'au sommet de l'onde R, vous calculez le nombre de carreaux, vous les projetez là-bas, vous trouvez un point donné, là, et vous tracez une ligne perpendiculaire pointillée qui est perpendiculaire à D1, mais parallèle à AVF. Et puis, vous allez en AVF, vous regardez aussi le QRS. Vous prenez aussi la hauteur du QRS. C'est par exemple 10 petits carreaux. Vous comptez vos 10 petits carreaux et vous mettez là et vous tracez encore cette fois une ligne perpendiculaire à AVF, mais parallèle à D1. Et donc, au niveau de la jonction de ces deux lignes, vous aurez avec précision l'axe du cœur. Mais bon, pourquoi ça? Pourquoi se faire souffrir comme ça? Retenez seulement QRS positif en D1 AVF, c'est bon. D'accord? OK. Maintenant, je vais assurer ces différentes parties. Bon, ça touche mon corps. Ça ne va pas, hein? Voilà. Là, maintenant, j'ai assuré. C'est le même schéma, hein, mais j'ai juste assuré pour vous montrer
la partie verte qui correspond à un axe normal. Et là, on a été plus large, on a pris vraiment les auteurs qui prennent aussi moins 30. On devait aller même jusqu'à 110 là-bas. Mais bon, les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça comme ça. Donc, un axe compris précisément là, qui va prendre aussi moins 30, sera considéré comme normal. Un axe qui sera compris entre 90 et 180 sera considéré comme dévié à droite. Un axe qui sera compris entre moins 30 et moins 90 sera considéré comme dévié à gauche. Et un axe qui sera compris entre moins 90 et 180 sera considéré comme une déviation anormale. Certains disent une déviation extrême. D'autres, les anglo-saxons, disent no man's land. Consensuel. Alors, revenons à notre méthode orientation du QRS D1 AVF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un QRS qui a une orientation négative en D1, mais qui est positive en AVF, votre axe sera quelque part là-bas. Si vous voulez encore vous donner la peine, vous donnez la peine encore de donner avec précision, mais déjà quand vous avez un QRS négatif en D1, positif en AVF, sachez qu'il y a une déviation axiale droite. D'accord? Quand vous avez un QRS négatif en D1 et négatif en AVF, vous avez une déviation axiale extrême. Mais quand vous avez un QRS positif en D1, mais négatif en AVF, alors là, vous êtes quelque part ici. Et comme ils ont prévu que ce soit aussi moins 30 inclus, ça aurait été facile si on se devait s'arrêter seulement là. On se serait dit directement qu'il y a une déviation axiale gauche. Mais le problème, c'est qu'il y a une petite partie de cet hémicercle-là, hémicadran, qui doit être normal aussi. Et c'est là que vous aurez besoin d'analyser maintenant D2. Donc, lorsque vous avez un QRS positif en D1 et négatif en AVF, vous devez regarder sur votre ECG quelle est l'orientation du QRS en D2. Si l'orientation du QRS en D2 est positive, ça veut dire que c'est toute cette partie ici qui prend le positif de D2. Vous vous rappelez, non? C'est toute cette partie. Donc, l'axe doit se trouver forcément quelque part ici. Donc, ça sera normal. Mais si vous avez un QRS qui est négatif en D2, c'est toute cette partie-là qui correspond au négatif. Donc, l'axe sera quelque part ici. Donc, ce sera dévié à gauche. C'est simple. On va s'adapter comme ça. Donc, quand vous regardez la dérivation D1 qui est positive, mais AVF qui est négative, intéressez-vous à D2. Ne concluez pas rapidement que l'axe est dévié à gauche. Tout dépendra de l'orientation du QRS sur la dérivation D2. Ça, c'est la méthode la plus facile du calcul de l'axe du cœur. D'accord? Alors, tout ce que j'ai dit est représenté là. Tout ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, QRS pour... à droite, négatif en D1, positif en AVF, on est là. QRS négatif en D2. Positif en D1 et négatif en AVF, plutôt, vous évaluez D2. Il est positif en D2, l'axe est normal. Il est là. Pourquoi? Parce que D2... C'est beau côté, hein?
En ça, et tout le groupe, présentation, chaque groupe avait un exercice qui devait préparer pour le groupe, qui devait travailler des choses pour la compréhension. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Une activité. Qui, en temps normal, est censé recevoir le sang de la partie droite du cœur, et que ce sang-là trouve une résistance, la partie droite du cœur va commencer à se dilater. Et quand elle se dilate, elle va attirer un peu l'axe du cœur à droite. C'est comme ça que dans les signes indirects d'embolie pulmonaire ou de BPC, on vous parlera de déviation axiale droite. Donc, l'intérêt de l'axe entre dans un certain raisonnement. Ce n'est pas un argument unique, c'est un faisceau d'arguments, mais qui peut, ensemble avec des autres arguments, converger vers une hypothèse diagnostique. D'accord? Alors, on passe. J'espère que c'est clair pour l'axe. Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent expliquer ça. La dextrocardie, on en a parlé lorsqu'on parlait de l'orientation de AVR, du QRS en AVR. L'hypertrophie ventriculaire droite, l'embolie pulmonaire, certaines CIA. Dans la déviation axiale gauche, on peut avoir un infarctus inférieur, un hémibloc antérieur gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche et certaines maladies congénitales. Donc, on a fini la première partie sur l'axe du cœur et j'espère que ça a été clair. Si on n'a pas compris, il y a un problème. J'espère avoir été vraiment clair. Si on n'a pas compris, Tovan, sa famille. Alors, on va parler des signes d'hypertrophie. Alors, j'ai prévu deux grandes parties. On va parler des signes d'hypertrophie atriale et signes d'hypertrophie ventriculaire. Alors, je reviens sur le tracé de base. Pour attirer votre attention sur un fait. Remarquez que toutes les ondes n'ont pas la même amplitude. Il y a une raison anatomique à cela. La raison anatomique, c'est l'épaisseur du muscle cardiaque. J'ai introduit cela parce que quand on va parler des hypertrophies, on va se référer à cette logique-là. On sait qu'en temps normal, le muscle cardiaque à l'étage atrial est beaucoup moins épais que le muscle cardiaque à l'étage ventriculaire. C'est pour ça que l'amplitude d'une onde P, même si c'est la même dépolarisation qui se fait, sera beaucoup moins importante que l'amplitude du QRS. D'accord? Même raisonnement pour les ventricules. Le muscle ventriculaire est plus épais, mais on sait que c'est encore beaucoup plus épais à gauche qu'à droite. Ça, vous le savez pour des raisons anatomiques et physiologiques. Le cœur droit pompe contre une résistance moins importante que le cœur gauche. Les résistances pulmonaires sont beaucoup moins importantes que les résistances systémiques. C'est pour ça que le cœur gauche est un peu plus musclé. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura quand même un certain seuil de la taille du QRS
au-delà duquel on peut commencer à se dire que peut-être que le muscle ventriculaire gauche a aussi pris de l'épaisseur. D'accord? Et donc, l'hypertrophie, les signes d'hypertrophie ECG vont respecter cette logique-là. Et je vous l'avais dit, lorsqu'on va analyser les ondes, on va analyser principalement 3 grands paramètres, leur morphologie, leur amplitude et leur durée. Pour toutes les ondes, vous allez analyser principalement ces éléments-là. Alors, je reviens rapidement sur ma diapositive. Donc, à chaque fois qu'on va commencer à rechercher une hypertrophie des oreillettes, on va s'intéresser, une anomalie des oreillettes en général, on va s'intéresser à l'onde P. Toutes les maladies de l'oreillette vont beaucoup plus s'intéresser à l'onde P. Mais pour connaître ce qui est anormal, il faut connaître ce qui est normal. Donc, une onde P normale, c'est quoi en fait? Une onde P normale, on va se référer à sa morphologie, à son amplitude et à sa durée. Et l'onde P est mieux étudiée en D2 et en V1. Pourquoi en D2? Parce que D2 est vraiment presque sur l'axe de vecteur de dépolarisation. Vous vous rappelez de notre petit cercle là? D'accord? Alors, une onde P doit toujours précéder le QRS. Elle doit avoir la même morphologie. Elle doit être positive et symétrique de façon générale, sauf en AVR où elle est négative pour la raison que vous connaissez maintenant. Parce que AVR se trouve à droite, l'influx va dans l'autre sens, donc elle va être négative. Elle peut être plate ou biphasique en V1. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, l'amplitude normale d'une onde P doit être inférieure à 0,25 millivolts. Ah, là revient encore cette notion des millivolts et des carreaux, tout ça. Donc, il faut faire la correspondance. On sait qu'un petit carreau, c'est 1 millimètre. Vous, les millivolts, là, ça va commencer à vous embrouiller, commencer à réfléchir peut-être en termes de millimètres. Ça veut dire que l'onde P normale doit être inférieure ou égale à 2,5 mm. Donc, 2 petits carreaux et demi à peu près. Ben, on va arrondir, on va dire, ça ne dépasse jamais 3 carreaux. D'accord? Ça ne dépasse jamais 3 carreaux. Et la durée normale de l'onde P doit être comprise entre 0,08 et 0,10 secondes. Rappelez-vous, le petit carreau valait 0,04 secondes ou 4 millisecondes. Donc, l'onde P normale doit être inférieure à 0,11 secondes en temps normal. Quand elle est entre 0,11 et 0,12, commence à être un peu de durée un peu longue. Alors, l'anomalie de l'onde P, qui est l'expression d'une hypertrophie atriale gauche, va intéresser la durée. Pourquoi? Parce que le nœud sinusal se trouve au niveau de l'oreillette droite. Donc, pour que l'influx aille dépolariser l'oreillette gauche, elle doit parcourir les fibres. Vous vous rappelez, hein, les 3 faisceaux dont on a parlé, Thorel, Bachmann et Wenckebach. Elle doit parcourir ces faisceaux-là. Donc, pour interpréter une anomalie de l'oreillette gauche, on va plus s'intéresser à la durée de l'onde P. Ainsi donc, comme l'influx va mettre plus de temps, parce que l'oreillette gauche a pris du volume, elle va mettre plus de temps pour dépolariser aussi l'oreillette gauche. Cette onde P aura une durée plus longue, donc supérieure à 0,12 secondes, donc supérieure à 3 petits carreaux. Et comme cette activité ne sera plus synchrone, parce qu'à un moment, l'oreillette droite s'est déjà contractée, mais gauche, mais là, tout ça, donc l'onde P aura 2 têtes. Une tête
de la contraction de l'oreillette droite et une autre tête de la contraction de l'oreillette gauche qui met un peu plus de temps. Ainsi donc, quand vous avez une onde P qui est bifide et qui a une durée plus longue que la normale, vous allez penser à une hypertrophie atriale gauche. D'accord? Bon sens, beaucoup de bon sens dans l'ECG. Alors, les anomalies de l'oreillette droite vont intéresser l'amplitude. Pourquoi? Parce que tout se passe au même endroit où se trouve le nœud sinusal. Donc, une hypertrophie atriale droite va se traduire par une augmentation de l'amplitude de l'onde P. C'est ainsi que vous entendrez parler dans certains livres, en cas d'hypertrophie atriale gauche, on parle d'onde P mitrale. Retenez M comme deux têtes, donc mitrale. Et dans les signes de surcharge ventriculaire droite, on va parler de l'onde P pulmonaire. Ça tire son origine de ces aspects-là par rapport à l'anatomie, parce que la valve mitrale se trouve à gauche, la valve pulmonaire à droite. C'est bon pour les signes d'hypertrophie atriale? Alors, je vous les représenter ici. Intéressez-vous surtout à D2. Donc, vous aurez une onde P qui sera biphasique comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une dépolarisation de l'oreillette droite, puis, comme l'oreillette gauche est hypertrophiée, l'influx va mettre plus de temps et il y aura une deuxième tête. Donc, elle sera bifide comme ça, avec deux têtes. Tandis que pour l'oreillette droite, ce sera la seule dépolarisation de l'oreillette droite, mais qui sera beaucoup plus ample parce que l'épaisseur est devenue plus importante. On a fini avec les signes d'hypertrophie auriculaire. On passe aux signes d'hypertrophie ventriculaire. Même logique. On sait tous qu'en temps normal, les ventricules sont plus épais que les oreillettes. C'est pour ça que le QRS a une amplitude plus importante que l'onde P. Ça, on le sait. Mais cette amplitude plus importante, il faut en avoir limite, Nango. Il ne faut pas que ça aille au-delà. Parce que si ça va au-delà, ça peut vouloir dire que le muscle est devenu encore plus épais qu'il n'en faut. Et donc, pour les QRS, on va étudier la morphologie, l'amplitude et la durée, un peu comme on l'a fait avec l'onde P. L'amplitude du QRS en périphérie, elle va être supérieure à 5 mm, mais en précordial, elle sera inférieure à 25 mm. Là encore, il y a une raison anatomique. Le seuil pour les précordiales est beaucoup plus important parce qu'on est très proche du cœur. Pour les périphériques, on est vraiment loin. C'est pour ça que le seuil est beaucoup moins important. Et la durée doit être comprise entre 0,08 et 0,10 secondes. Donc, il ne doit pas dépasser 0,11 secondes. Et la morphologie, généralement, on doit avoir un aspect RS en V1, mais avec une onde R qui soit moins importante que l'onde S. On peut avoir un aspect RS ou petit q RS en V6, mais cette fois avec une onde R qui est plus importante que l'onde S. Là encore, c'est seulement le bon sens. On n'a pas de tableau, malheureusement. Si on doit représenter, il y a un tableau.
plus on se rapproche de la pointe du cœur, plus on est dans le sens de la dépolarisation, plus on a une déflexion qui est positive. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de V1 vers V4, parce que V6 est là au fond, vers V4, l'onde R va commencer à croître progressivement parce que l'influx est en train de suivre le trajet et il se rapproche des électrodes. D'accord? Ah, mais le marqueur ne donne pas bien. On va y aller comme ça. Les docteurs ont beaucoup d'imagination. Il y a ceux qui ont opéré ici, tout ça, donc ils ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont opéré ici. Non? Donc, le vecteur de dépolarisation va dans ce sens. L'électrode V1 est là, V6 est là, V4 est quelque part là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onde R, dans la dépolarisation ventriculaire, va commencer à croître progressivement de V1 vers V4. Mais quand on va commencer à aller vers V6, on commence à s'éloigner du sens de la dépolarisation. Elle va commencer à décroître. C'est comme ça qu'on vous dit que R en V1 est plus petit que R en V6. D'accord? C'est comme ça qu'on vous parle de la croissance harmonieuse de l'onde R de V1 à V4. Auquel cas, si on n'a pas, on peut penser à un rabotage de l'onde R qui peut orienter vers beaucoup de pathologies, mais surtout les pathologies ischémiques. Donc, parmi les éléments que vous analysez, quand vous voyez votre onde R, assurez-vous que l'onde R croît harmonieusement de V1 à V4. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. On peut revenir sur les diapositives, s'il vous plaît. Dans le temps, hein, c'était combien d'heures qui était prévu? Je vais bientôt finir. Hein. Jusqu'à 12 heures, on va finir avant 12 heures. Comme ça, les docteurs vont vaquer à leurs occupations. En plus, il y a match aujourd'hui. Il y a les Madrilènes ici. Je vous souhaite de perdre de tout cœur. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en V1, vous avez une onde R qui est beaucoup plus petite. On peut enlever ça. Voilà. Donc, elle est inférieure à l'onde S. Alors, pour l'hypertrophie ventriculaire, là aussi, on va parler de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'hypertrophie ventriculaire droite. Sachant que ce qu'on recherche le plus, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Plusieurs raisons. Raison anatomique, muscle gauche plus épais que le muscle droit. Deuxième raison, les hypertrophies ventriculaires droite, il y a beaucoup de faux positifs. Donc, il y a plusieurs indices qui ont été proposés, dont l'indice de Sokolo-Lyon et l'indice de Cornell. Pour l'indice de Sokolo-Lyon, on tient compte des deux dérivations extrêmes, V1, V5 ou V6, hein, sachant qu'on est de part et d'autre du cœur. On fait la somme de la taille de l'onde S en V1 et de la taille de l'onde R en V5 ou V6. Vous choisissez là où c'est plus grand. Donc, soit si c'est plus grand, si R est plus grand en V5, vous prenez V5. Si R est plus grand en V6, vous prenez V6. Pourquoi on prend l'onde R et l'onde S? Parce que ce sont les deux ondes extrêmes du QRS. Et pourquoi on prend V1 et V6? Parce que ce sont les électrodes qui regardent le cœur en précordial de façon extrême aussi. Extrême droite, extrême gauche. Alors, il y a des valeurs qui varient en fonction de l'âge. 35 pour les sujets de plus de 35 ans, 45 pour ceux de moins de 35 ans. Bon, alors, ce qui est sûr, les valeurs, c'est les autres qui nous ont imposé ça. Peut-être qu'il faut aussi qu'on fasse des études chez nous, dans notre milieu, qu'on se dise, ben nous, au Congo, on a remarqué que pour nous, voilà. Mais pour l'instant, on se contente d'utiliser des données occidentales parce que ce sont des études qui ont été faites là-bas et tout ça. Après, ce sont des études quand même qui ont intégré des populations de différentes races, mais qui ne sont peut-être pas exposées aux mêmes habitudes que nous. Hein. Bon, voilà. Ensuite, il y a l'indice de Cornell.
où cette fois, on prend l'onde R en AVL et l'onde S en V3. Et puis, il y a d'autres indices qu'on n'utilise presque pas. Peut-être qu'on veut faire des publications. Il y a même un score qu'on peut utiliser lorsqu'on veut faire des publications. Comme c'est un ECG pour les débutants, contentez-vous de Sokolo et Cornell. Donc, quand vous avez un Sokolo normal, faites quand même le Cornell. Parce que vous pouvez avoir un Sokolo normal et un Cornell pathologique. Et la plupart de vos patients sont hypertendus, donc il faut quand même rechercher une HVG. Alors là, j'ai donné un exemple où vous prenez la dérivation V1, vous prenez la taille de l'onde S, c'est 21 mm. Donc, on est à 5 carreaux. Vous vous rappelez, 1 mm par petit carreau, 5 grands carreaux, ça fait 25, plus 1, ça fait 21. Et là, on est à 29 mm en V5, V6, on a pris l'onde R. J'ai mis exprès V5 ou V6, mais sur cet exemple, ça doit forcément être l'un de deux. On va passer. On va devoir changer de pointeur prochainement. Alors, le score de Romildt-Est, je vous l'ai mis parce que c'est une formation, c'est pour votre culture générale, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est pour les cardiologues, quand on veut faire des publications, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais c'est un score qui est beaucoup plus sensible. Surtout quand on veut homologuer des études, on peut utiliser ça. Je ne m'attarde pas dans les détails, personne ne va vous demander de faire ça. D'accord? Pour l'hypertrophie ventriculaire droite, il y a aussi des indices, mais il y a déjà des éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Rappelez-vous, la déviation axiale droite, ça peut être un argument déjà en faveur. Après, vous allez regarder l'aspect de l'onde R en V1. Vous allez remarquer que l'onde R sera le contraire de ce qu'il devait être en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, l'onde R sera beaucoup plus ample en V1. Il peut être dépassé 6 mm ou 7 mm. Et l'onde S sera beaucoup plus petite. Et si vous faites le ratio entre l'onde R et l'onde S, vous aurez un ratio qui sera supérieur à 1. C'est un argument en faveur d'une hypertrophie ventriculaire droite. Et en V5, V6, même logique, l'onde S sera plus ample et l'onde R sera réduite. Avec des valeurs qui ont été reprises là-bas, plus de 10 mm de l'onde S en V5 et le ratio RV6 sur RV1 qui montre que l'onde R est plus grande en V6 qu'en V1. On peut calculer l'indice de Sokolo, ça c'est plus pratique que ça. Donc je vous recommande cette méthode. Toujours le même principe, mais cette fois en inverse. Pour le ventricule gauche, c'était R en V5, V6 et S en V1. Maintenant là, on va inverser, on va prendre R en V1 et S en V5 ou V6. Et quand c'est supérieur à 10,5 mm, on peut être en droit d'évoquer une hypertrophie ventriculaire droite. Je vous ai mis les références pour ceux qui souhaitent aller lire. De toute façon, les diapositives se trouvent auprès de l'équipe organisatrice. J'ai mis les différents bouquins qu'on a parcourus et les ISBN pour ceux qui peuvent passer de commandes à l'étranger. On s'est servi aussi un peu d'Internet, surtout pour les images. Honnêteté scientifique oblige. Et voilà. Et je dis et je vous remercie. Donc, on a fini pour aujourd'hui. On va passer aux questions s'il y en a. Je vous écoute. Oui. C'est mieux de donner le nom et puis qu'on sache aussi, qu'on se connaisse aussi un peu. Donc, c'est... OK. OK. D'accord. Donc, il faut retenir que sur les papiers, tu as l'horizontale et la verticale. D'accord? L'horizontale, c'est le temps. La verticale, c'est l'amplitude. Dans tous les cas, tu auras toujours des petits carreaux.
qui sont équidistants. C'est 1 mm par petit carreau. Et à l'horizontale, comme on est dans le temps, un petit carreau va équivaloir à 0,04 secondes. Certains auteurs disent 4 millisecondes. D'accord? Ensuite, si tu veux rapporter ça, tu fais la règle de 3 simple. Simplement. Et pour l'amplitude, même raisonnement. On peut revenir sur les dias, non? Pour l'amplitude, même raisonnement. 10 mm par millivolt. Or, on sait que le petit carreau, c'est 1 mm. Voilà. C'est juste ce qu'il faut retenir. Après, ce qui importe, c'est d'abord de s'assurer que ce paramétrage a été respecté. Parce que dans certaines situations, un manipulateur peut, souvent ce sont les cardiologues qui le font, faire exprès de modifier l'amplitude, peut-être parce qu'il n'arrive pas à très bien analyser les ondes P, il doute un peu, est-ce qu'il y a une fibrillation atriale ou pas? Est-ce que… Alors, on peut augmenter l'amplitude, on passe de 10 à 20. Mais en ce moment-là, dans notre interprétation, on sait que tout est multiplié par 2. Même les indices d'hypertrophie sont multipliés par 2. Et ce qu'on conseille souvent, c'est quand on se permet de faire ces genres de modifications, après avoir utilisé l'appareil, il faut revenir sur les paramètres et remettre les paramètres de base pour que la personne qui vienne après ne se fasse pas avoir. Une autre question? Oui, docteur. Sachant que le cornet est beaucoup plus priorisé sur les tissus jaunes. Oui. Oui. Parce que c'était pas les images qu'on fait. Malheureusement, je n'ai pas pu discuter. Alors, j'ai besoin d'avoir. D'accord? Avec elle, de l'autre côté. Latéral. Donc, c'est plus de beaucoup de bon sens dans la territorialité. Mais quand Dr Lubenga vous expliquera, il va vraiment vous donner en détail. Il y a des dérivations qui vont ensemble, okay, pour lesquelles, lorsque vous avez une anomalie, vous devez regarder est-ce que cette anomalie se rapporte aussi sur l'autre dérivation. Il faut qu'il y ait au moins 2 dérivations contiguës
qui présentent la même anomalie pour évoquer la notion de territorialité en cas de cardiopathie ischémique. Voilà. Une autre question? Oui, docteur? Je vais revenir là-bas aussi. Transition. Alors, la zone de transition, c'est un peu la zone au cours de laquelle tu auras l'isodiphasité du QRS. OK? Lorsque le changement de l'orientation de l'onde R va se faire du côté positif vers le côté négatif. OK? Et généralement, en temps normal, la zone de transition, on la situe généralement vers V3, V4, selon certains auteurs. Et une modification de la zone de transition peut orienter aussi vers une déviation axiale du cœur. C'est comme ça que je vous ai dit que V4 venait à la pointe et que l'influx allait dans ce sens. Au niveau de V4, on est vraiment au summum du trajet de l'influx. Et quand on va vers V6, on commence à s'éloigner du trajet de l'influx. C'est pourquoi l'onde R, après V4, va commencer à décroître et c'est l'onde S qui va essayer d'être un peu plus grand. Voilà. C'est juste ça, la notion de transition. On en parle de moins en moins quand même dans les interprétations d'ECG, mais c'est bon à savoir. Une autre question? Oui, docteur. On va prendre docteur et puis... Oui. D'accord. D'accord. Je vais prendre ça à la fin pour clôturer. Oui, docteur. Ah, docteur, et puis je reviens là-bas. Vous voulez les choses compliquées. Je vais donner ça alors. OK, donc je vais revenir là-dessus. D'accord, docteur? Là-bas aussi. Donc je vais revenir là-dessus. Oui, docteur. Là-bas aussi. C'est prévu. C'est prévu, mais les quiz sont prévus à la fin. Pour aujourd'hui, je n'ai pas forcément prévu ça, parce qu'il y a des quiz à la fin. Ça viendra, docteur. Ça viendra. Je vais revenir sur l'explication, parce que le but, c'est de donner la formation et à la fin, de vous évaluer. Donc, il y a des quiz selon le... Vous n'avez pas donné le planning aux participateurs, aux participants, non? Vous savez, non? Il y a, vers la fin, il y aura des quiz. Chacun de nous va revenir. Et c'est là qu'on va vraiment s'exercer. Ne vous inquiétez pas, il y aura des exercices. Je pense même, si on n'en a pas parlé entre organisateurs, qu'il doit y avoir normalement une interrogation, une évaluation. Parce que pour décerner un brevet à quelqu'un, il faut que la personne prouve qu'elle mérite ce brevet. Les organisateurs, vous avez pensé à ça? Les organisateurs, vous avez pensé à ça? Excusez-moi, il y a une autre question depuis Béni. Pouvez-vous nous laisser quelques exercices à réaliser cette semaine, quelques tracés à travailler? Merci, ça a été clair. OK, d'accord, docteur. D'autres questions, je vais revenir, je vais rebondir sur deux dernières questions à la fin. Il y a encore des questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, oui. Soupçonnez toujours. Soupçonnez toujours. Bien sûr, vous pouvez soupçonner ça aussi.
comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment le DCG pour les débutants. Mais si on doit aller aux cliniques universitaires, par exemple, pour les assistants qui sont en cardiologie, on ne peut pas me contenter qu'ils me disent j'ai une onde de paix pulmonaire. Je vais lui demander de me calculer l'indice de Maurice, par exemple. Bon, ça, c'est pour la spécialité, mais déjà pour vous, ça, c'est bon. Même s'il n'est pas bifide, mais s'il a déjà une durée plus longue, vous pouvez soupçonner une hypertrophie atriale gauche. Une autre question. Alors, revenons à l'axe du cœur. Je reprends. L'axe du cœur dérive du vecteur somme de l'influx de dépolarisation qui traverse le cœur. On sait que cet influx part du nœud sinusal qui se trouve à droite et va pour dépolariser les ventricules. Mais comme sur le plan anatomique, la partie gauche du cœur, le cœur est plus orienté vers la gauche, donc l'axe normal du cœur fait ça. Donc, c'est de la trigonométrie. Si on prend toutes ces forces-là qui sont générées et on fait un vecteur somme de ces forces, l'orientation de ce vecteur ira dans ce sens-là. Première des choses. Ça, il faut déjà fixer ça en tête. Maintenant, pour déterminer l'axe du cœur, vous avez besoin de connaître l'emplacement des électrodes périphériques et l'orientation des dérivations. On avait parlé des électrodes périphériques, c'est surtout les électrodes de membres, et que quand on enregistre le vecteur qui enregistre la différence de potentiel entre le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche, c'est consciensuel tout ça, hein. Ce vecteur est orienté vers la gauche et définit la dérivation D1. D'accord? Quand on enregistre la différence de potentiel, parce que j'avais dit que pour le membre inférieur, c'est vrai qu'on a deux électrodes, mais quand on parle en termes d'électricité, il y a le positif, le négatif et le neutre. On considère que l'électrode du membre inférieur droit est neutre, donc on va plus considérer l'électrode du membre inférieur gauche, sûrement parce que le sens du vecteur de dépolarisation va plus à gauche. Sûrement la raison anatomique pour laquelle on fait ça. Donc, c'est consciensuel. Et donc, si on enregistre la différence de potentiel entre l'électrode placée au niveau du membre supérieur gauche et du membre supérieur droit, s'il vous plaît, et du membre inférieur gauche, on aura un vecteur qui va dans ce sens, oblique de droite à gauche. Et ça détermine la dérivation des deux, qui aura une orientation positive et une orientation négative, mêmement pour D1 positive et négative. Et quand on enregistre la différence de potentiel entre l'électrode placée au membre supérieur gauche et le membre inférieur gauche, on aura aussi une dérivation qui est orientée vers le bas, d'accord? Qui aura une partie positive vers le bas et une partie négative vers le haut. Ce sera la dérivation D3. Maintenant, ce triangle-là, on peut le prendre et le ramener dans ce cercle. Donc, on prend le 0, on le met là, parce que les 0 va nous permettre de voir la partie négative et la partie positive. Donc, si on considère que tout ça là, c'est négatif, donc le 0 sera ici. Donc, le D1, comme il est horizontal, va correspondre au 0 degré. Et ça forme à peu près un angle de 60 degrés, la dérivation D2, et on va toujours placer au niveau du 0 parce qu'on aura une partie positive et une partie négative. Et mêmement, pour la dérivation D3, okay, on va la placer là, à 120 degrés. Vous voyez que c'est bien perpendiculaire à ces... D'accord? Qui va correspondre à D3. Ensuite, je vous ai parlé des électrodes périphériques, le AVF, le AVR et le AVL. Et que les R, le L et le F, c'était tiré des mots anglais. F comme foot, on sait que les pieds sont en bas, donc AVF sera orienté vers le bas. Sa polarité positive sera orientée vers le bas. R, avec la lettre R comme la lettre, le mot droit, dans la partie droite du corps,
sera orienté vers la droite. Et puis, L, comme la partie gauche du corps, sera orientée vers la gauche. Et on a pris tout ceci, on a mis ça dans un cercle pour vous permettre de pouvoir calculer l'axe du cœur. Donc, on a remis ça dans le cercle. Et puis, de façon conscientielle, compte tenu du fait que l'influx va beaucoup plus vers la gauche, le vecteur de dépolarisation somme s'oriente vers la gauche, on s'est dit que l'axe normal du cœur devait être compris entre 0 et 90. Certains auteurs disent moins 30 jusqu'à 110. Mais sur cette image, on a considéré moins 30 à 90. Et que pour déterminer l'axe du cœur, on avait deux méthodes principales. Je vais parler de la deuxième méthode. Effectivement, je n'y ai pas parlé. Souvent, je suis découragé d'en parler parce que quand j'en parle, quand j'ai fini, on me dit on préfère la première méthode, on préfère la première méthode. Vous aurez la même impression. Alors, la première méthode, la plus simple, c'est de regarder l'orientation du QRS en D1 et en AVF. Sachant que le QRS aura toujours une partie à polarité positive et une partie à polarité négative par rapport à la ligne isoélectrique. Et vous allez voir quelle est la partie prépondérante. Si la partie prépondérante est positive en D1, ça veut dire qu'on est dans ce sens, parce que la négativité, c'est là en pointillé. Donc, on est quelque part ici. Et si la polarité du QRS est positive en AVF, foot comme pied orienté vers le bas, on sera quelque part ici. Si on veut être plus précis, on peut utiliser une latte avec graduation et on peut compter le nombre de petits carreaux de la ligne isoélectrique jusqu'au sommet de l'onde correspondant selon la partie positive ou négative qui est prépondérante. Si c'est la partie positive qui est prépondérante, vous comptez jusqu'à la partie la plus, le sommet du QRS prépondérant. Si vous avez par exemple 10 petits carreaux, vous comptez là 1, 2, 3, 4, vous mettez 10 petits carreaux là. Point. Ça, c'est vraiment la trigonométrie qu'on avait eue en deuxième CO, je crois. Et quand vous avez ce point et que vous êtes en train de faire le vecteur somme entre ces deux, vous allez tracer une ligne perpendiculaire à D1 et parallèle à AVF. Ensuite, vous regardez maintenant le QRS en AVF. Si le QRS a une polarité positive, vous comptez aussi le nombre de petits carreaux jusqu'au sommet de votre onde. Si c'est par exemple 15 petits carreaux, vous comptez jusqu'à 15. Vous mettez là et vous tracez encore une ligne qui soit perpendiculaire à AVF, mais parallèle en D1. Et ces deux lignes vont se croiser en un point. À l'intersection de ces deux lignes, vous allez maintenant relier avec le 0 et vous allez avoir avec précision l'axe du cœur. Mais comme je vous l'ai dit, ça appunde. On s'en fout de ça. Moi, personnellement, dans mes interprétations, je ne le fais pas. Parce que moi, j'ai besoin seulement de savoir si l'axe est normal, dévié ou pas. Et j'intègre ça dans mon raisonnement. Qu'est-ce qu'on me demande par rapport à l'ECG? Quels sont les renseignements cliniques? Quelle est l'information que je dois donner? Donc, à chaque fois que vous avez un QRS positif en D1 et positif en AVF, ne vous cassez pas la tête. L'axe est normal dans votre interprétation. C'est tout. Personne ne va vous en vouloir si vous n'avez pas dit que l'axe était à 32 degrés. Personne ne va vous en vouloir parce que c'est normal. D'accord? Maintenant, les situations de déviation axiale vont correspondre toujours à la corrélation que vous allez faire par rapport à l'orientation du QRS. Si vous avez un QRS qui est négatif en D1, c'est-à-dire vous regardez la dérivation D1, vous voyez que le QRS est négatif. Je crois que la prochaine fois, je vais vous apporter vraiment des tracés. On va s'amuser à faire ça. J'ai quelques tracés ici. Ouais. On va s'amuser. Je vais vous balancer 2 ou 3 tracés et vous-même, vous allez déterminer l'axe. Donc, si le QRS a une orientation négative, une prépondérance négative en D1, mais qu'il est positif en AVF, le vecteur somme
va se trouver quelque part là. Si vous voulez donner avec précision, vous faites encore le même raisonnement qu'on a fait là-bas. Et l'axe sera dévié à droite. Si vous avez un QRS qui a une orientation négative en D1 et négative en AVF, vous êtes quelque part là. Et vous avez une déviation axiale extrême. Certains auteurs disent no man's land, d'autres disent déviation anormale. Ça reste une déviation axiale. D'autres disent même axe hyper droit. D'accord? Et si vous avez un QRS qui a une polarité positive en D1, mais qui est négative en AVF, l'axe, le vecteur somme devra se trouver dans cet hémicadran-là, dans ces cadrans-là. Mais le problème, c'est que sur le plan consensuel, on a aussi considéré qu'un axe compris entre moins 30 et 0 est normal. Donc, du coup, on ne peut pas d'emblée trancher parce que le vecteur peut être là, peut être là, peut être là. Et donc, pour trancher, vous allez vous atteler à la dérivation des deux. Vous allez regarder l'orientation du QRS en D2. Si le QRS a une polarité positive en D2, ça veut dire qu'on va assurer pratiquement toute cette partie ici, parce que D2 est là, la ligne qui est perpendiculaire à D2 va passer là. Donc, c'est toute cette partie ici qui sera assurée. Et si on doit faire un lien avec la partie négative, l'intersection sera là. Donc, l'axe sera normal. Par contre, si en D2, on a une polarité négative, c'est là, toujours la perpendiculaire de 2,2. C'est toute cette région-là qu'on va assurer. Et quand on fait l'intersection avec la partie négative de AVF, on va tomber là. Et ce sera une déviation axiale gauche. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair, non, docteur? Oui, théoriquement. Mais de toute façon, la théorie, ce sera là. Au cas QRS, le QRS est positif, R, et l'équipe S na moulai, il y a solo, na AVF. R, l'équipe S na moulai, AT, kuna ba S na moulai. A, c'est que polarité na est négative. On va voir sur le tracé. Alors, ça, c'est la première méthode. J'insiste sur cette méthode parce que c'est la plus simple. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est un peu plus complexe, mais en réalité, ce n'est pas si complexe que ça. La deuxième méthode, c'est la méthode du QRS isodiphasique, ou le QRS le plus nul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez regarder dans vos dérivations périphériques. L'orientation du QRS, il y a toujours une partie positive et une partie négative. Vous allez essayer de faire la différence entre la partie positive et la partie négative et choisir l'électrode ou la dérivation sur laquelle les deux parties s'annulent. C'est-à-dire qu'on a autant de déflexions positives que des déflexions négatives sur le QRS. C'est comme ça qu'on dit le QRS le plus nul. Sinon, il peut y avoir des tracés où vous n'avez pas forcément une dérivation où ça s'annule, mais une dérivation où ça se rapproche de zéro. Donc, ils ont presque nengemoko. Dans l'idéal, il faut un nengemoro pour s'annuler. Mais si vous avez commis presque à des écarts à moins un carreau, mais par rapport aux autres dérivations, ils ont presque nengemoko, c'est-à-dire la partie positive et négative, de façon que si vous prenez le nombre de carreaux d'en haut et le nombre de carreaux d'en bas, vous faites la différence, ça se rapproche de zéro. Ce sera ça la dérivation la plus nulle. Ensuite, vous revenez maintenant sur votre cercle. Vous regardez maintenant quelle est la dérivation qui est... Quelle est la dérivation qui est perpendiculaire à cette dérivation isodiphasique? Donc, premier raisonnement, rechercher la dérivation isodiphasique ou la dérivation la plus nulle. Deuxième raisonnement, revenir sur le cercle et chercher la dérivation qui est perpendiculaire à cette dérivation isodiphasique. Une fois que vous avez retrouvé la dérivation qui est perpendiculaire à cette dérivation isodiphasique, vous regardez maintenant l'orientation du QRS de cette dérivation-là qui est perpendiculaire. Là. Le QRS, là, il est comment? Il est positif ou il est négatif? Et vous avez votre axe du cœur.
Prenons un exemple. Je considère que ma dérivation isodiphasique, c'est D1. C'est-à-dire que quand on a tracé dans D1, on a montré que j'ai autant de déflexions positives que des déflexions négatives selon le QRS. On est dans le QRS là. De façon à ce que si je fais la différence entre les valeurs des petits carreaux que j'ai en haut et en bas, je suis à 0 ou je me rapproche de 0. Alors, c'est D1 qui est la dérivation isodiphasique. Maintenant, je regarde. D1, son orientation est là. Quelle est la dérivation qui est perpendiculaire à D1, c'est-à-dire la dérivation avec laquelle D1 forme un angle de 90 degrés? C'est AVF. Maintenant, j'ai trouvé la dérivation perpendiculaire à la dérivation isodiphasique. Maintenant, je regarde dans mon tracé. QRS na AVF. Est-ce qu'il y a plus de déflexions positives? Donc, le QRS est positif ou il y a plus de déflexions négatives? Le QRS est négatif. Si je me rends compte que sur mon AVF, le QRS est positif, donc mon axe sera exactement là et il sera normal. Par contre, si je me rends compte que le QRS est négatif en AVF, mon axe sera là, donc je serai pratiquement vers la gauche. Même raisonnement, si jamais la dérivation isodiphasique, c'était AVL. Donc, quand je regarde sur mon ECG AVL, je vois le QRS, il y a autant de parties positives que de négatives, de façon à ce que quand je fais la différence, je me rapproche de 0 ou je trouve carrément 0. C'est AVL. Je cherche la dérivation qui est perpendiculaire à AVL. C'est quoi la dérivation perpendiculaire à AVL? C'est perpendiculaire, regardez bien. 90, moi j'ai 90 degrés. Hein? D2. Quand on prend cet angle-là, ça donne un angle de 90 degrés. Maintenant, je regarde mon QRS. Na D2 na. Est-ce que mon QRS en D2, il est positif ou il est négatif? Pourquoi je n'aime pas trop donner cette méthode aux gens? Parce que vous, quand vous allez reproduire ce cercle, vous n'allez pas forcément respecter la perpendicularité. Parce que si vous ne respectez pas la perpendicularité, vous vous plantez. Ce sont des angles bien précis. Vous les à moins 30, vous les à 0, vous les à 30, vous les à 60, vous les à... Il faut respecter ça. C'est pour ça que cette méthode, je la déconseille souvent aux débutants. Parce que pour maîtriser la deuxième méthode, vous devez être en mesure vous-même de reproduire ce cercle avec précision. Or, pour la première méthode, vous avez besoin juste de 2. Vous avez besoin de D1 et AVF. Et vous savez que vous bloquez le côté normal, côté gauche, côté parce que vous avez un indice, R est à droite, L est à gauche, F est à foot. C'est plus facile avec la première méthode. Mais la deuxième, c'est quand même, pour ceux qui veulent s'amuser, c'est pas mal. Donc, c'est la méthode du QRS le plus nul. Docteur Osepeli, tu vas utiliser cette méthode? OK. Alors, je vais voir si j'ai un tracé. Je peux avoir la clé USB. On va balancer 2 ou 3 tracés. Et vous-même, vous allez dire si l'axe est comment. Moi-même, je vais choisir. Docteur Kandolo, prépare-toi. Docteur Kandolo est dans la salle. Docteur Kandolo, il y a beaucoup de docteurs Kandolo peut-être. Docteur Kandolo, Rosalie, elle est là. OK. Alors. Peut-être que ce sera les battes. Hein? Qui sait? Bon, bah, docteur, elle est là, batte. Déviatif.
DJ, musique. Il y avait une musique douce là qui jouait quand je suis arrivé. Là. Il n'y en a pas. Balancer en attendant. Pendant ce temps, les docteurs font connaissance. Comment c'est l'occasion de se connaître, hein? Faites connaissance, tout ça. Oh, vous échangez les numéros, on ne sait jamais. Donc, c'est cours ECG, docteur Bondé. Alléluia. Je salue la présence de mes copromotionnaires. Hein? Hein? Moi, c'est la promotion 2013. 2013. Ah oui, hein? C'est bon? Je donne aux médecins stagiaires aux cliniques universitaires. Je vais aller directement sur la partie quiz. Je n'arrive pas à défiler. Okay. J'ai fait le copier-coller de mon propre cours. Hein. Je n'ai plagié personne. Alors, voilà. On commence. Docteur Kandolo. Docteur Kandolo Rosalie. Quel est l'axe du cœur? Est-ce que l'axe est normal ou pas? Et pourquoi? Toi, tu dis, hein, on passe la main. C'est entre nous, ça va rester entre nous. Tu réfléchis. Ah! Méthode D1 AVF. Docteur, l'axe est normal. Pourquoi? Le QRS a une orientation positive. OK? Vous regardez D1 est là. Le QRS, c'est là. Il y a une orientation positive et une partie négative. Donc, l'axe est normal. Si on devait se référer à la méthode du QRS isodiphasique, docteur, quel est le QRS isodiphasique ici? Ou sinon, le QRS qui se rapproche le plus? Non, il y a trois tours qui ma périphérie, ma précordée. Là, on s'intéresse que aux dérivations périphériques.
pas les précordiales. Donc, cherchez dans les périphériques laquelle pourrait se rapprocher qui sont pour AVL. Qui sont pour... les autres, on dit quoi? Les autres, mais les autres, tous les autres là, ils ne se sont pas prononcés. Mais bon, qui sont pour AVR? Il n'y a pas d'aucune bonne réponse. Qui sont pour AVL? Bon, qui sont pour D2? Bon, qui sont pour une autre électrode, une autre dérivation? Qui s'abstiennent? C'est tout l'auditoire qui s'abstient. Le QRS nul, effectivement, c'est en AVL. D'accord? Alors, maintenant, quelle est la dérivation qui est perpendiculaire à AVL? Je vous ramène au niveau du cercle. Quelle est la dérivation qui est perpendiculaire à AVL? D2, n'est-ce pas? Alors, on revient maintenant sur notre tracé. On va aller voir le QRS en D2, il est comment? Comment est le QRS en D2? L'axe est normal. Et là, on peut même dire précisément l'axe, il est à combien? D2 est à combien de degrés? 60 degrés. Donc, si vous voulez impressionner les gens, retirez 60, mais attention, rien. L'axe est normal ou pas, c'est ce qui compte. D'accord? Alors, on va aller encore prendre un autre ECG. Tout ça, vous allez apprendre, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a mes collègues qui vont vous enseigner ça. Voilà, ça, c'était pour amuser les étudiants en leur disant qu'il y aura des quiz. Chacun va choisir l'attitude qu'il préfère. Au CP là, au CP là. Donc, tout le monde va se retrouver. Alors, ça, c'était le premier tracé qu'on avait vu. Hein, donc, l'ECG est normal. Ah, là, est-ce que j'ai pas des ECG avec... Ah, voilà. Regardez sur ces tracés. Vous, regardez seulement D1 AVL. Hein? Vous vous intéressez pas au... Parce que peut-être ce sont des notions que vous n'avez pas encore apprises. On regarde en D1. Comment est le QRS dans la majeure partie? On sait qu'il y a des QRS, M. Zamila, M. Zamke. Bon, on est allé bisauter. Mais orientation dans les positif. On regarde en AVF. M. Zamila, mais positif. Donc, l'axe est normal. Voilà. Ah ouais, D2 athées. Alors, là, normal. Là, normal. Bon, ça va. La prochaine fois, on va ramener plus de tracés. Hein, et voilà, j'espère que tout le monde a compris. On a fini. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, il y a une question intéressante, je me permets quand même, hein, désolé. Le docteur m'a présenté ça. C'est une réglette DCG. Il me demande quelle est l'importance de la réglette DCG. Alors, l'importance de la réglette DCG, ça vous permet d'analyser rapidement le tracé. La prochaine fois que je viendrai, rappelez-moi, je vais commencer peut-être par ça, je vais vous projeter vraiment la réglette. Vous verrez que déjà là, il y a notre cercle qui est représenté là, ça vous aide comme mémoire pour vous souvenir rapidement. D'accord? Il y a des petites gradations là qui vont vous permettre de calculer des intervalles, la durée des intervalles. Il y a le millimètre là qui va te permettre de calculer les amplitudes. Donc, la réglette, c'est un outil qui peut vous permettre d'analyser un ECG rapidement, très rapidement, même pour déterminer la fréquence cardiaque. Docteur Ochud, il vous en a parlé, non? Avec la réglette. Voilà. On en parlera. Je vais peut-être projeter une image de la réglette. Mais c'est un outil intéressant. Ça vous sera utile. Voilà.
Oui, en fait, il y a quelques communiqués. Premièrement, concernant la formation, d'abord, nous vous remercions beaucoup pour votre ténacité et votre détermination de participer jusqu'à la fin. Et comme cela était prévu, donc à la fin, pour en fait, obtenir vos brevets, il faut une évaluation. Donc, nous vous demandons de pouvoir bien vraiment prendre en considération ce qu'on fait, de sorte que lors de l'évaluation, que le formateur constate qu'il y a vraiment beaucoup de sérieux. Là, c'est des 1. Des 2, nous vous présentons nos esquisses concernant la séance passée où il y avait des problèmes concernant la vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est prête. Avec les diapositives, vous aurez ça. Alors, toujours dans le département de la formation, nous avons une autre formation en cours, celle de l'échographie. Donc, c'est à $500. Nous allons débuter le 4 juin. Alors, nous vous prions de pouvoir vous enregistrer le plus rapidement possible parce qu'au-delà, c'est vraiment une formation qui est professionnelle. Après avoir fini, vous aurez la possibilité de travailler partout ailleurs selon la recommandation de nos formateurs. Alors, beaucoup de gens se posent des questions, ils n'ont pas d'argent et tout comme ça. La ligne des manières de gagner de l'argent, de participer au jeu de concours de COVID-19. C'était prévu $1 500 au gagnant, mais le professeur a exigé qu'on puisse augmenter les prix, même au-delà de 3 000 et tout. Donc, on a eu à organiser plusieurs conférences, des journées sur la COVID. Alors, on est censé vraiment de retenir même l'essentiel sur la COVID. C'est un concours qui n'est pas trop scientifique. Donc, ce qui veut dire que tout le monde peut participer, même les communs des mortels. Donc, si les communs des mortels participent, donc les médecins ont plus de chances de gagner. Donc, on veut juste comparer des connaissances acquises pendant cette pandémie entre nous et aussi les professionnels de santé. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes pour s'enregistrer. S'il vous plaît, ingénieur, vous pouvez vous connecter comme ça, je vous montre rapidement. Donc, c'est un jeu qui est crédible. Tout se passera en ligne, mais la remise des prix se fera en présentiel, soit ici à l'INRB ou bien au Pullman Hotel. Il y aura une manifestation dont plusieurs autorités seront là. Alors, voilà, si vous êtes nouveau, bien nouvelle, il suffit juste de vous... Pas. C'est bon. Oui, ça c'est la page officielle du G concours. Donc, si vous êtes nouveau, il faut d'abord lire. C'est un peu de lire. Ingénieur, vous pouvez descendre? Oui, attendez. Donc, on a essayé un peu de donner un bref définition concernant ce que nous sommes dans le Super Gris. Ça, c'était la cérémonie du lancement du G concours. C'était ici, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Alors, descendez, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce qu'il y a des conditions requises pour ça? Non. Il n'y a aucune condition pour participer. Les G n'est pas payant. Les prix des gagnants, donc, comme on a dit, vous aurez des brevets, des trophées. Vous aurez également des brevets internationaux qui seront signés par l'OMS, le ministère de la Santé et aussi le prof Mouyembenou, la substance grise. Donc, les concours vont se dérouler en ligne. En ligne. Descendez, s'il vous plaît. Donc, les concours vont se dérouler en ligne. Alors, en ce qui concerne la faisabilité, ici, il y a déjà plus de 500 personnes qui se sont inscrites. Donc, on compte aller même au-delà des 1000, 2000, 5000. Alors, le concours se passera dans un seul jour, dans une seule journée. Si, par exemple, on vous prévient que voilà, on débute les 4 et on précise l'heure, par exemple, à 12 heures. Donc, à 12 heures, tout le monde se connecte. Et quand vous vous connectez, mais déjà avant d'arriver à ce niveau-là, ici, si vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer sur « Je me connecte ». Hein. Une fois, vous êtes là, descendez s'il vous plaît. OK. Remontez, pardon. Venez, inscription, inscription. Donc voilà, si vous êtes nouveau, vous venez ici, descendez.
il y a des informations dans des coordonnées à remplir que nous avons besoin. Nom, poste et nom, descendez. Votre prénom, votre civilité, votre date de naissance, la nationalité, les sexes, le niveau des titres. Descendez, s'il vous plaît. La profession et tout. Si vous êtes étudiant, quand vous cliquez, ça vous montrera en fait certains éléments qu'on a besoin de vous étant étudiant ou bien corps médical. Donc, voilà. Descendez, s'il vous plaît. Une fois c'est bon, il faut aussi dire qu'est-ce qui vous motive de pouvoir participer à ces concours. Donc, et puis, vous faites, vous cliquez ici, je jure sur l'honneur et puis vous faites l'enregistrement. Et puis, venez, remontez là-bas. Non, là-bas. Je me connecte. Cliquez sur la connexion, oui. Donc, dès lors que vous terminez de faire votre inscription, à l'immédiat, sur juste à l'écran de votre téléphone, vous aurez un message de confirmation avec un code. Donc, vous aurez un code là sur l'écran et puis il y aura un autre code qui sera envoyé sur votre mail et aussi par message dans le texto. Vous gardez ces codes. Une fois, si vous descendez, une fois on finit, jusqu'à après la lettre d'inscription, vous allez maintenant utiliser votre code dans votre numéro. PIS 243, vous mettez votre numéro. Et puis là-bas, vous mettez les codes. C'est un code à plus ou moins 5 chiffres. Et puis, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez voir toute une panoplie de questions. Alors, comment cela se passera? Si vous vous connectez, par exemple, à 12 heures, déjà commence à 12 heures, chaque question, par exemple, il peut y avoir, déjà, nous avons 300 questions. Et, certains professeurs ajoutent quelques questions pour que ça totalise 500. Alors, ce sont des questions qui seront chronométrées dans plus ou moins, par exemple, 5 secondes. Vous vous connectez plus de 500 et 600 et puis, il y a une question. Si vous répondez, c'est une question à choix multiple. Dès que vous cliquez sur la bonne réponse, automatiquement, le système bascule à une autre question, dans notre questionnaire. Donc, c'est vraiment sous forme de question pour un champion. Il y a une question. Dès que vous cliquez la bonne réponse, donc les gens là qui n'ont pas répondu, vous vous ramenez directement à la deuxième question. Donc, si tout le monde, pendant que vous êtes en train de réfléchir, si par exemple la question avait une durée de 5 secondes, si pendant ces 5 secondes-là, il n'y a aucune personne qui n'a répondu, et puis vous passez à la deuxième question. Oui, dans ce cas-là, il n'y a même pas moyen de tricher. Vous pouvez venir avec vos notes là, il n'y a pas moyen de tricher. Pardon? Pardon? Bon, là, déjà, nous, dans les sites, déjà, parce que les problèmes de connexion, ça pose un problème si vous avez un mauvais serveur ou soit de votre côté. De notre côté, déjà, nous avons un serveur dédié qui peut admettre plus de 10 millions de personnes. Mais de votre côté, c'est juste de garantir une bonne connexion. Là, ça dépend de vous. Pardon? Pardon? Non, le problème, c'est que, d'abord, s'il vous plaît, soyons quand même tolérants. C'est un jeu qui est gratuit. Vous allez gagner au-delà de ça. Nous, ce que nous vous demandons, c'est juste de pouvoir mettre vos connaissances à jour sur la COVID et disponibiliser votre connexion. Les concours ne vont pas durer plus d'une heure du temps. Non. Alors, utiliser la connexion, même 1 giga, c'est beaucoup. Donc, il juste une bonne connexion. Pas beaucoup de connexion, mais juste une bonne connexion. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est crédible. Au-delà des prix de l'argent, vous aurez d'autres surprises. Là, ce sont nos partenaires qui nous ont dit de pouvoir garder ça. Donc voilà, on travaille en collaboration, des concerts avec des firmes et aussi certaines autorités. Donc si vous êtes intéressé, il y aura les liens que nous allons envoyer dans les groupes. Vous pouvez vous enregistrer et voilà. Merci de votre compréhension. Alors, la formation échographie, $500 le 4 juin. Oui. Okay. Non, le problème, c'est que ici, d'abord, on ne mange pas. On ne mange pas. Nous avons révisé de pouvoir amener la nourriture ici et tout.
faut aller manger là-bas. Or, ce n'est pas un aliment qui est consistant, un repas consistant. Pour les lots, on avait envoyé, mais vu que le docteur, il a dit qu'il allait finir, donc on a dit à ces personnes-là d'arrêter. Parce que nous sommes presque à la fin. S'il vous plaît, venez récupérer les vidéos, les vidéos Zoom. Venez récupérer. J'avais envoyé hier, mais je ne sais pas comment, s'il y avait un moyen de connexion. Bon, ceux qui ont des flashs peuvent venir récupérer. C'est pas un fini qu'on fait? Non, pas encore. Attendez que... J'arrête.